Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre émission Parcours au féminin nous permet aujourd'hui de venir à la rencontre de la femme tchadienne. La femme, que ce soit entrepreneur, que ce soit la femme dans le domaine de la santé, de la médecine. Aujourd'hui, nous avons voulu donc venir à la rencontre d'une dame dans le domaine de la médecine. Une dame qui est donc la première femme tchadienne en neurologie, qui dit à travers son parcours que la femme tchadienne peut. La femme tchadienne est extraordinaire. Il y a de l'intelligentsia dans notre pays et elle a osé. Aujourd'hui, nous voulons donc découvrir qui est cette dame. Elle, c'est Dr Christelle Melom Ndorbe, épouse Allah. Allons à sa rencontre. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer une merveilleuse dame, une dame très calme, une dame très douce, qui aime son travail. Elle, c'est Dr Christelle Melom Ndorbe, épouse Allah, la première femme neurologue au Tchad. Et ça mérite quand même que nous venons à sa rencontre. Docteur, bonjour. Bonjour Madame Philomène. Comment vous allez? Bien, merci à vous-même. Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter encore de façon plus succincte à nos téléspectateurs? Merci. Moi, c'est Dr Ndorbe Melom Christelle, épouse Ala Yuna Dimadi. Je suis médecin neurologue exerçant actuellement à l'hôpital au CHU de la mère et de l'enfant. Et je suis mère d'une petite fille et maman d'une dizaine d'enfants. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours? Où est-ce que vous avez fait vos études primaires, études secondaires, études universitaires avant que nous ne venons donc sur votre spécialité en neurologie que vous avez fait? Eh bien, par rapport à mon parcours, des écoles j'en ai fait. À un moment donné, je me suis même posé la question, mais pourquoi courir de gauche à droite? Mais ça a toujours été sous l'orientation de mon père et aujourd'hui j'en vois les fruits. Donc j'ai commencé d'abord à l'école primaire, les 3 heures d'Amtoukoui. Ensuite, mon père a été affecté à Moundou, la famille l'a rejoint, donc j'ai continué avec l'école d'application, l'école primaire d'application là-bas. Revenu à N'Djamena plus tard, j'ai commencé par l'école Source de Progrès, le collège Source de Progrès vers Dembé. Ensuite, j'ai été transféré au collège évangélique où j'ai fait, je crois, 2 ans là-bas, 4e et 3e. Mais bon, avec l'adolescence, le suivisme, j'ai un peu dégringolé en ce qui concerne mon sérieux dans le travail et tout, ce qui n'a pas plu à mon père, donc du coup il a décidé de m'enlever de mon milieu. Il m'a ramené au collège Saint-Étienne, à Mtoukoui, où on m'a recadré. Donc j'ai repris la 3e au collège Saint-Étienne. C'est après ça qu'avec la moyenne adéquate, le collège Saint-Étienne m'a directement transféré. Vous n'étiez pas très fâché que votre père vous enlève de votre milieu, vous étiez habitué avec vos amis, vous n'étiez pas fâché contre lui? Fâché ou pas, est-ce que tu as le choix? C'est la direction, c'est la direction. On t'explique, mais en même temps, c'est pas comme une imposition, mais on t'explique et en même temps, c'est comme un fouet. Donc, c'est pour pouvoir te recadrer. Alors, fâché ou pas, tu dois te soumettre. Donc, du coup, ensuite, j'étais au lycée Sacré-Cœur. Du lycée Sacré-Cœur, j'ai terminé par le lycée Doujoulocar. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. Alors, après l'obtention de mon bac, il y avait des parcours à faire de gauche à droite. Vous savez, les histoires de papier. Moi, depuis petite, j'ai toujours été chapeautée par mon grand frère, paix à son âme. Il a tout fait pour moi, question administrative et tout. À un moment donné, notre père, lui, il nous a appris toujours à se débrouiller seul. C'est-à-dire que non, mon père connaît telle personne, il doit chercher pour moi, il n'est pas dedans. Donc du coup, il nous a laissé nous tracasser pour pouvoir avoir les papiers et tout ça. Donc vu que je dessinais aussi bien, ma mère ayant suivi toutes ces étapes avec nous, m'a dit pourquoi ne pas opter pour l'architecture. Et je trouvais ça très intéressant. Donc j'ai voulu déposer mes papiers pour l'architecture. C'est là que M. Ndorbe refait son entrée dans la danse. Il est revenu de voyage. Il a sorti la phrase « la médecine ou rien ». Pourquoi? Parce que depuis petite, c'est comme si dans la famille, on m'habituait à vouloir faire la médecine, à faire la médecine plus tard, parce que c'est moi qui détenais la pharmacie à la maison. Même quand mes grands frères
était malade et tout ça, va voir Melom, c'est elle qui sait comment te donner la dose de paracétamol, c'est elle qui saura quel est le médicament qui fait le palu, quel est le médicament pour les maux de ventre. J'ai été habituée comme ça, donc il a dit il n'y a pas question que je change. Et pour la petite anecdote, il paraît que lui-même, mon père, voulait faire la médecine. Donc, mais il en vous. Il a dû désister. Sa passion en vous. Exactement. Il a dû désister parce qu'un jour, il a vu quelqu'un qui s'est blessé dans la rue et il s'est senti... Il a fait un malaise ou bien il s'est évanoui, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il a arrêté. Mais voilà, il a transposé ça sur moi. Donc, du coup, c'est comme ça que c'est arrivé. On a déposé pour l'histoire de la médecine et petit à petit. J'ai atterri à Bamako. Où j'ai fait 7 ans de médecine. Après ça, connaissant le milieu tchadien, je me suis dit, si tu rentres, ça va être compliqué pour que tu ressortes pour la spécialisation. Ce que je voulais faire, ça ne pouvait pas se faire sur place au pays. Vous êtes allé faire la médecine par passion ou bien parce que votre père voulait que vous le fassiez? Bon, en fait, si j'ai voulu revenir même sur l'architecture plus tard, c'est parce que, entre-temps, vu qu'on a eu les papiers un peu tard, les écoles de médecine commençaient à fermer, surtout les publics commençaient à fermer. Donc je me suis dit, ce que j'ai le plus aimé, parce que vu que j'ai grandi dans ça, moi-même j'ai commencé à aimer être médecin, j'ai commencé à aimer vouloir donner mon aide, c'est surtout apporter mon aide qui m'a plu dans l'affaire de médecine. Donc du coup, ça ne m'a pas posé de problème. Alors donc vous êtes retrouvé à Bamako, allez-y, oui. Je me suis retrouvé à Bamako où j'ai fait la médecine. On était obligé là que je fasse une école privée de médecine. Au début, c'était compliqué parce que c'était une école qui venait d'ouvrir. On avait peur que ça ne soit pas reconnu, mais vu que c'était assez sérieux, la rigueur y était. Donc du coup, ça a rapidement été reconnu par l'OCAMES. J'ai fini les 7 ans dans cette école-là. Et nous voulons, par peur de rentrer et qu'on se dise non, il est temps de se marier et tout ça, j'ai insisté pour continuer la spécialisation. Les parents étaient à bout de souffle, surtout que c'était une école privée. Voilà, ils ont fini quand même par me comprendre et avec l'aide d'une tante merveilleuse, j'ai fait la spécialisation que j'ai terminée en 2023. Qu'est-ce qui vous a amené à faire la neurologie? Surtout que c'est un domaine où les femmes n'ont pas embrassé. Aujourd'hui, quand on regarde le Tchad, vous êtes quand même la première femme neurologue au Tchad. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire la neurologie? Il y a 2 choses qui m'ont fait embrasser la neurologie. Déjà en classe, lorsque le professeur donnait cours, ça me captivait beaucoup. Il y avait une phrase qui disait tout le temps, si tu as compris ça, tu as tout compris. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Et ce qui m'a passionné dans la neurologie, c'est qu'il suffit de suivre la logique. C'est-à-dire que peu importe le point qui est touché au niveau du cerveau, si tu suis la logique de l'anatomie, si tu suis la logique de comment le cerveau se manifeste et tout ça, tu vois le signe sur le corps selon la photographie du cerveau. C'est déjà ça qui m'a captivé. Le professeur aussi m'a captivé et m'a donné envie de faire la neuro. Et également, quand on faisait le travail en groupe avec mes amis, j'avais remarqué que je me sentais à l'aise dedans, alors que mes amis avaient tendance à me dire, toi avec ta neuro, la neuro là, on avait tendance à vouloir prendre l'essentiel pour avancer vite, alors que moi je m'intéressais à mieux comprendre, je m'intéressais à retenir ça. C'est ça qui m'a captivé. Et surtout, ce qui m'a donné envie de vouloir faire la spécialisation et d'avancer, ne pas m'arrêter à la généralité de la médecine, c'est que, pour la petite histoire, une fois en classe, il y a une dame, une de nos professeurs qui était rhumatologue, elle est rhumatologue. En plein cours, elle nous a expliqué que voilà, ils voyagent lors des congrès, ils font des rencontres et tout ça. Vu que c'était une école privée, il y avait beaucoup de nationalités. Donc elle commençait à citer les nationalités. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'y retrouvaient. Elle n'avait pas cité le Tchad. Donc il y a quelqu'un qui a voulu me taquiner et qui a dit « Mais professeur, vous n'avez jamais vu les Tchadiens là-bas ou bien ?» Elle a dit que bizarrement qu'elle n'a jamais vu les Tchadiens. Mais là, j'étais ici. Elle est rhumatologue. Okay. Mais là, ce n'était pas l'histoire de rhumatologie seulement, parce que c'est plusieurs professeurs qui parlent donc de plusieurs spécialités. Mais c'était une histoire d'avancer dans la médecine, de se spécialiser, de ne pas, de chercher même à être professeur dans le truc et tout. Donc là, j'étais mais là, je ne savais pas quoi dire, mais
dans mon fort intérieur, je me suis dit, en tout cas, moi, on doit me voir dans les congrès internationaux. Ouais. C'est là que la détermination de vouloir me spécialiser d'emblée est venue. Pour nos téléspectateurs, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, c'est quoi même la neurologie? Qu'est-ce que vous faites là-bas? La neurologie, on fait beaucoup de choses, mais comme son nom l'indique, c'est une spécialité qui travaille sur les nerfs, mais le système nerveux en général. On ne va pas faire un cours ici. Le système nerveux central et périphérique et tout. Mais en termes de rue, disons, la spécialité de la neurologie s'occupe du cerveau et s'occupe des nerfs dans le corps. D'accord? Donc, la maladie qu'on connaît ou encore la pathologie qu'on connaît le plus, c'est les AVC. Donc, disons que la neurologie s'occupe des AVC, ça s'occupe des migraines, ça s'occupe, je ne sais pas moi, là, on en prend beaucoup aussi, mais à cheval entre les rhumatologues et les orthopédistes, le dos qui fait mal, qui descend dans les jambes, ce qu'on appelle souvent la sciatique. Ça s'occupe de plein d'autres choses, mais là, je cite tout simplement ce qu'on a l'habitude de voir. Mais beaucoup plus, ce que je ne me serais pas pardonné de mettre, c'est l'épilepsie. Les gens ont tendance à penser que c'est la maladie du diable et tout. Donc la neurologie s'occupe de l'épilepsie, ce qu'on en trouve beaucoup d'ailleurs. Vous étiez aussi en France, vous avez fait quelques temps là-bas. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver chez les Blancs et puis une noire, une très jeune dame? Est-ce que vous avez été à la hauteur quand vous étiez là-bas? Au début, je ne pensais pas pouvoir être à la hauteur d'ailleurs. Au moment de postuler même, je me posais des questions parce que moi j'ai toujours voulu rester en Afrique parce que je me dis un coin où on ne va pas te comprendre, on ne va pas peut-être épouser ta manière de comprendre les choses, j'ai assez peur. Mais de la manière dont je me suis adapté au Mali, je me suis dit ça veut dire que c'est possible. Et quand les autres ont commencé à postuler, j'ai eu des amis qui m'ont vraiment soutenu là-dedans aussi. Donc, qui m'ont encouragé à postuler. C'est à la dernière minute d'ailleurs que j'ai déposé les choses. Et arrivé sur place, je suis quelqu'un qui est stressé de nature. Donc au début, le stress était au summum. Mais quand je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure il suffit de lire et ça passe, j'ai fini par banaliser ça. Et ce que j'ai compris en travaillant là-bas, c'est que quand tu as dans la tête, on te respecte. Quand tu n'as pas dans la tête, on te marche dessus. Mais quand tu as dans la tête et que tu sais t'affirmer, tu sais dire non, je pense que c'est ça, voilà les références, oui. Mais quand tu titubes de gauche à droite, quand on sait également que tu as la main et qu'ils finissent par te faire confiance, ça va, ça passe. Et beaucoup plus tendance à vouloir te retenir quand ils se rendent compte même que voilà, tu peux être utile. Mais ce que moi, je n'ai pas trop voulu adopter. Beaucoup de jeunes à votre place peut-être auraient voulu travailler ailleurs que de venir au Tchad. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer au Tchad? Ce qui m'a motivé en premier à revenir au Tchad, c'est ma famille, pour dire vrai. Parce que j'ai eu la possibilité et également, il y a un de mes oncles qui est là-bas, Nana Dorio, que je salue au passage, qui a tout fait pour que je puisse rester là-bas parce qu'il se dit que je pourrais mieux m'épanouir. Mais je n'arrêtais pas de penser à une chose. C'est possible, si je me marie, que mon mari s'installe là-bas avec moi, de continuer avec mes enfants étant là-bas, de rentrer de temps en temps. Mais si tout le monde devrait partir en tant que médecin, le jour où ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères tombent malades tout de suite, oui, tu peux dire que travaillant là-bas, tu vas avoir l'argent pour les envoyer ou encore pour les demander de venir là-bas se soigner. Mais pour les maladies qui sont assez urgentes, tu ne connais pas le milieu tchadien, tu ne connais pas comment est-ce que les gens se soignent ici. Dans l'urgence, qui est-ce que tu peux contacter pour s'occuper de tes parents? À quoi ça servirait d'avoir fait cette médecine-là? Si c'est juste pour leur donner l'argent, tu peux peut-être faire autre chose et tout. Donc ça, c'est la cause première. La deuxième raison, c'est que je me dis, si tout le monde fuit, on est en train de jeter la pierre aux autres, on jette la pierre au gouvernement et tout. Mais si juste pas juste parce que c'est un gros problème, si par envie de vouloir être à l'aise et tout ça, on fuit tous nos parents, qui va finir par les soigner? Il y a ceux qui ont l'argent qui peuvent sortir se soigner, mais ceux qui n'ont pas l'argent, qui sont sur place ici, comment ça va se passer? Et la troisième raison maintenant, c'est que certainement, excusez-moi de le dire, mais j'ai pas aimé la vie là-bas. Pourquoi? Parce que tu ne vis que pour travailler. Il n'y a pas de social,
Il n'y a pas de la joie de vivre. Moi, je le trouve dans... Tu sors le matin, tu vois ton beau soleil en tant que sahélienne. Tu vois ton beau soleil, tu vas au boulot, d'accord. Même si quand ça tape fort, on se plaint. Mais là, tu sors le matin à 8h, il fait nuit. Tu rentres à 18h, il fait nuit. Le lendemain, c'est la même chose. Même les week-ends pour se voir, c'est difficile. Il faut déplacer loin pour voir un de tes parents. Tu travailles alors pourquoi? Tu ne manges même pas ton argent, ce que tu travailles. J'ai pas vraiment aimé cette vie-là et le train de vie que les enfants ont tendance à adopter étant là-bas. Je ne voudrais pas donner ça à mes enfants. Je m'excuse par rapport à ceux qui sont là-bas. Ce n'est pas pour leur jeter la pierre, mais que l'enfant soit tout le temps sur sa tablette, tout le temps enfermé dans sa chambre. Non, c'est ma chambre, tu ne rentres pas, il n'y a pas trop de contact avec les enfants. Je n'ai pas trop aimé ça et je ne voulais pas de cette vie de famille-là pour moi. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous êtes en train de faire? Est-ce que l'État tchadien ou bien les Tchadiens reconnaissent en vous ce travail-là, du fait que vous avez l'opportunité de travailler ailleurs et vous avez voulu rentrer au Tchad simplement parce que vous aimez votre pays, parce que vous avez de la famille? Aujourd'hui, est-ce que vous ne regrettez pas ce choix que vous avez fait? Regretter, non, je ne regrette pas. C'est vrai qu'il y a des difficultés du jour le jour, mais je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que moi, ma satisfaction première se trouve au soulagement que je donne aux patients. C'est-à-dire que quand un patient rentre dans le bureau, tu finis de consulter et en sortant, avant même de prendre les médicaments que tu lui as prescrits, merci docteur, vraiment merci beaucoup de m'avoir accueilli comme ça, merci beaucoup de tous les conseils que vous m'avez donnés. Ça, c'est la satisfaction première. Maintenant, à la prochaine consultation de contrôle, oui, le médicament que vous m'avez prescrit, vraiment, je l'ai trouvé, ça m'a beaucoup soulagé. Ou encore, oui, j'ai bien compris la maladie que vous m'avez expliquée, merci beaucoup. Ça, c'est la satisfaction première. Maintenant, en ce qui concerne la reconnaissance de la population ou la reconnaissance au niveau du gouvernement, je pense que c'est trop tôt pour ça. C'est trop tôt pour ça parce que déjà, il faut t'atteler à faire toi-même ton travail et un jour, si la reconnaissance vient, ça fait toujours plaisir. Néanmoins, tâche de faire ton travail d'abord comme il se doit avant d'attendre le reste des autres. Les difficultés, je me dis, les autres sont venus les trouver. Ils bataillent pour que ça puisse changer. Ça a un peu changé, même si ce n'est pas beaucoup. On attend encore beaucoup du gouvernement. Je me dis qu'au fur et à mesure, on va essayer de remédier à tout ça ensemble. Parce qu'il y a plus en plus de jeunes médecins qui se battent. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu une histoire de grève pour l'amélioration des conditions de vie des médecins. D'abord, on pensait que ça devait être adopté, ensuite non. Bientôt, d'ailleurs, je profite de l'occasion, il y aura le congrès de l'ordre des médecins, on va parler de tout ça. Donc, on espère que petit à petit, les choses s'améliorent, même si pour l'instant, c'est vraiment difficile. Vous travaillez donc au milieu avec des hommes. Est-ce que les facteurs socioculturels, genre vous n'êtes qu'une femme, Marasaki, est-ce que ces facteurs-là, ça arrive aussi dans votre milieu professionnel ou bien entre vous les médecins, ça passe? Peut-être avec certains patients, mais dans mon milieu, avec les médecins, j'ai jamais eu affaire à ça. Déjà, je remercie Dieu parce que je suis tombée dans une équipe, mais vraiment dynamique, une équipe qui travaille. Les neurologues au Tchad, nous ne sommes pas beaucoup. C'est peut-être bientôt que nous allons atteindre une dizaine. On était 5 au début quand je suis arrivée. Là, nous sommes environ 8 ou 9. Il y a des femmes parmi eux déjà ou pas encore? Non, pour l'instant, je suis la première tchadienne neurologue, mais il y a une camerounaise neurologue aussi qui est là, avec qui je travaille en étroite collaboration. Une dame assez dynamique, très compréhensive et travailleuse. Donc, on travaille en collaboration dans la Société tchadienne de neurologie. Nous travaillons en symbiose, on se communique d'ailleurs par rapport à nos patients. De temps en temps, même quand il y a des cas sur lesquels on voudrait discuter, on a une plateforme sur WhatsApp sur laquelle on communique beaucoup. On fait des réunions de temps en temps, on organise des séances de sensibilisation, des consultations gratuites, beaucoup de choses ensemble. Donc, j'ai jamais été minimisé ou quoi que ce soit par mes collègues. Vous êtes médecin, vous êtes épouse. Et comment vous arrivez à concilier cela? Pour le début, quand je suis arrivée, j'étais d'abord célibataire. J'avais déjà quelqu'un dans ma vie, mais j'étais célibataire. Là, c'était le travail et rien que le travail. C'était d'ailleurs ma bataille avec mes sœurs, parce que comme je venais de rentrer, surtout que c'était pour la famille, j'avais envie de passer du temps avec elles, mais en même temps, j'étais très prise dans le boulot.
parce qu'on n'était pas nombreux, non seulement ça, mais je voulais toucher à tout. D'abord pour essayer de trouver ma place. Donc du coup, c'était de 7h à 19h le boulot. Ensuite, j'ai essayé de réadapter mon temps pour avoir des jours spéciaux famille et tout ça. Ensuite est venu le mariage. Quand est venu le mariage, il n'y avait pas encore d'enfant. Mais Dieu merci, j'ai un mari très compréhensif, avec qui je communique beaucoup, qui respecte mon travail et également qui me soutient dans tout ce que je fais, même si c'est pour avancer et tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est médecin aussi qu'il le fait autant, mais il me soutient, il me soutient beaucoup, même en ce qui concerne la formation continue. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, quand est venu l'enfant, l'autre aide aussi que j'ai, c'est ma famille. J'ai une famille exceptionnelle qui est très présente. Donc du coup, quand il faut jongler de gauche à droite, ma famille est là. Ma petite soeur peut prendre l'enfant à tout moment. Je peux venir laisser l'enfant à la maison chez ma mère à tout moment. J'ai également une aide ménagère qui m'aide dans ce sens-là. Donc je m'organise tout simplement. Vu que c'est encore un bébé, je m'organise de telle manière à ne pas aller au boulot tous les jours pour l'instant, le temps qu'elle puisse avoir au moins l'âge de pouvoir la laisser à tout moment. Donc je pense que tout est une question d'organisation. Ce qui m'aide beaucoup également pour l'instant, c'est que monsieur n'est pas là. Monsieur est en voyage prolongé, donc ça m'aide beaucoup, mais ça me permet de savoir à quoi m'attendre. Donc je me dis tout est une question d'organisation. Tant qu'on a des gens qui nous épaulent dans ce sens-là, il suffit de s'organiser et ça passe aisément. D'accord. Alors, docteur, la deuxième partie de cette émission, ça concerne les témoignages. Nous avons tendu notre micro à des personnes qui vous connaissent bien, qui nous ont dit qui est docteur Christelle. Et ensemble avec vous, nous allons suivre ce témoignage et on va revenir. Docteur Christelle Melam Derbe, c'est ma fille. Peut-être que je ne suis pas très bien placé pour faire le témoignage, mais c'est une fille dont le nom a résonné avant sa naissance. Parce que j'attendais un garçon, et comme dans notre tradition, on dit que dans le foyer, quand tu as une fille qui vient en premier, eh bien, le foyer est cool. Donc, Mélon. J'ai dit comme Mélon. J'appelais sa mère comme ça. Bon. Le garçon était venu. J'étais bien, j'ai sauté de joie, mais ensuite j'ai préparé pour avoir Mélon comme fille. Et pour son orientation, j'ai insisté parce qu'elle voulait faire l'architecture, mais j'ai beaucoup insisté pour la médecine parce que elle est humaniste, elle est calme, elle est douée en termes sociaux et elle se comporte bien en public. Et donc je pensais qu'avec les malades, le courant passerait bien. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'elle soit médecin. C'est une femme qui est énergique, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui n'est pas nerveuse, mais quand elle commence à exprimer sa nervosité, c'est l'expression même du ras-le-bol. Docteur Christelle, c'est une sœur à moi, une amie. C'est une femme déterminée parce que j'ai eu l'occasion d'être avec elle, de partager le même appartement quand nous étions en études. Et je l'ai vue dans sa détermination, je l'ai vue dans sa façon de vivre et elle incarne vraiment la femme tchadienne parce qu'elle est déterminée dans ce qu'elle fait, dans sa profession. En un mot, Docteur Christelle, c'est une femme calme, simple et très aimable. Elle m'inspire la force et la détermination et surtout la persévérance parce qu'elle a brisé toutes les barrières pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui, la première femme tchadienne en neurologie. Voilà, docteur Christelle, nous venons de suivre ensemble avec vous les témoignages qui a été donné d'ailleurs par votre père et par une des sœurs à vous. Est-ce que vous reconnaissez dans ces témoignages qui ont été donnés, surtout par votre père? Si je me reconnais, oui. En même temps, je suis très touchée. Je suis très touchée. Je ne connaissais pas cette histoire du fait qu'il y a eu le nom d'abord à l'avance et ensuite mon frère est venu. Je ne connaissais pas cette histoire-là. Donc ça fait plaisir de l'entendre. Ça fait toujours plaisir de savoir que tu peux ou encore que tu fais la fierté de tes parents.
Donc ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup et ça me confirme que je suis peut-être sur la bonne voie et qu'il faille continuer sur cet élan-là. Donc pour ça, je remercie plutôt Dieu en premier et je les remercie de m'avoir, je profite de l'antenne pour remercier mes parents de m'avoir chapeauté mais de bout en bout. C'est-à-dire que je ne remercierai jamais assez l'Éternel pour cette famille que j'ai. Peu importe ce qu'il y a dans notre famille, l'amour prime. L'amour prime toujours et quand l'amour y est, l'encouragement vient de part et d'autre. Il y a des moments où tu te dis, mais pourquoi continuer de se battre comme ça? C'est trop chaud, il faut baisser les bras et tout. Mais quand ta famille est là et que ta famille se tracasse, à chaque fois, j'entends souvent, quand l'homme se plaint, ça veut dire que c'est vraiment chaud, donc il faut agir vite. Et donc la famille est toujours là, c'est pas seulement les parents. Ma mère est exceptionnelle, elle peut se tuer pour son enfant. Donc même quand elle n'en a pas, elle préfère donner à son enfant. Mes sœurs, ma petite sœur avait souvent tendance à dire ton histoire de médecine qui finit par là. Moi-même, je vais t'envoyer, je vais finir, je vais travailler, t'envoyer l'argent. Même nos enfants vont t'envoyer l'argent pour te prendre en charge dans tes études tellement c'est long. Mais bon, elle n'a pas eu besoin de finir avant de m'aider. Mon petit frère, d'une manière ou d'une autre, m'a toujours tendu l'oreille, il m'a toujours soutenu. J'ai le soutien de ma famille et ce que je déplore le plus, c'est que mon grand frère, mon confident, mon amour comme je l'appelle souvent, comme lui-même il m'appelait, il n'a pas eu la possibilité de profiter vraiment. Parce que un an avant que je ne termine neurologue, Dieu l'a rappelé à lui. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai plus tendance, c'est ma cousine aussi, hein, mais j'ai plus tendance à l'appeler ma copine, mon meilleur ami, comme on le dit souvent. Mais est-ce qu'il faut parler de meilleur ami là? Est-ce qu'il faut parler d'âme sœur là? Mais si je parle d'âme sœur, c'est que je fais ombre à mon époux, donc je préfère pas. Mais c'est quelqu'un qui me complète. C'est quelqu'un qui me complète véritablement et parfois je peux être assez rigoureuse, presque hautaine avec elle. Mais elle a tendance à vouloir prendre sur elle parce qu'elle sait que quand c'est comme ça, quand moi je fais comme ça veut dire qu'il y a quelque chose dont il faut agir. Donc même si je lui dis qu'elle est très têtue, souvent elle m'écoute quand même. Je me reconnais dans ce qu'elle dit, l'amour, comme elle dit que je suis aimable, oui, je me reconnais dans ça et la détermination. La détermination, oui, quand je commence quelque chose, j'aime pas laisser ça en suspens. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à la femme tchadienne? Est-ce que vous pensez que d'autres femmes tchadiennes peuvent emboîter vos pas? Il n'y a rien qui puisse dépasser la femme tchadienne là. Moi je pense que tout est question d'objectif dans la vie, tout est question du vouloir, tout est question de est-ce que tu aimes la chose, tout est question de où est-ce que tu veux aller. D'accord? Donc les jeunes, oui bien sûr, elles peuvent le faire. Tout ce que je leur dirais, c'est peut-être l'intelligence, je ne dirais pas que ça n'a pas trop sa place ici, mais l'intelligence a moins sa place ici que le courage. Je dirais 40% l'intelligence, mais en médecine d'ailleurs en général, avant la neurologie même, c'est le courage que moi je considérerais en premier. Le courage, la curiosité, la détermination et surtout se fixer des objectifs dans la vie et ne pas se laisser distraire. Parce que oui, on peut avoir la pression, mais de tous côtés. Je parle de la famille, à un moment donné, j'ai quand même eu la pression. Excuse-moi de parler en langue. Mais bon, moi je m'étais fixé des objectifs. Donc quand tu te fixes des objectifs, c'est pas que tu omets le reste. Chaque chose a son temps. D'accord? Donc il suffit de se fixer des objectifs, d'être déterminé pour les atteindre, de savoir ce que tu veux quoi, en fait. En parlant des objectifs, est-ce que vous pensez un jour faire l'agrégation? Professeur. C'est mon rêve. Professeur Christelle. C'est mon rêve. Pour l'instant, j'ai beaucoup de défis. Et j'ai l'impression que je suis en train de tomber un peu dans la paresse. Mais depuis un moment, je commence à me réveiller. Donc, il faudrait que je me remette au boulot. Mais sinon, oui, c'est mon rêve et j'espère l'atteindre un jour. Amis téléspectateurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous sommes venus, comme nous l'avons annoncé, nous sommes venus donc découvrir cette dame. Le Tchad a formé
même si ce n'est pas avec les moyens de l'État. Il y a des parents qui ont osé et qui ont envoyé leurs enfants étudier. Et on a de la matière, comme j'aime le dire, on a de l'intelligentsia au Tchad. Faisons confiance à nos médecins, faisons confiance à ce qu'ils font, parce qu'il y en a dans l'ombre qui font un travail mais extraordinaire. Allez dans nos hôpitaux, vous allez les découvrir. Aujourd'hui, si on parle de néurologie, peut-être qu'on va dire qu'il n'y a pas de femme neurologue au Tchad, mais voilà, nous vous avons amené à découvrir le parcours de cette femme qui a fait la néurologie et qui est d'ailleurs la première femme au Tchad. Nous vous donnons donc rendez-vous encore pour un autre numéro de Parcours féminin. Merci.